Au fil des années, nous avons pu obtenir des réponses à la plupart de nos questions sur la planète sur laquelle nous vivons, grâce aux nombreuses découvertes archéologiques réalisées. Cependant, l'archéologie n'a pas toujours été une science sans controverse, car certaines découvertes ont suscité de nombreux débats sur leur authenticité et les circonstances de leur mise au jour. Rejoignez-nous pour explorer certaines des découvertes archéologiques les plus controversées et comprendre pourquoi elles ont tant fait parler. Numéro 15. Le Bouddha enfant. En 2018, deux réalisateurs, Léon Deschamps et Shane Thompson, préparaient un documentaire sur l'exploration française de l'Australie. Ils commencèrent par utiliser des détecteurs de métaux dans la baie de Shark, un site classé au patrimoine mondial en Australie occidentale, lorsqu'ils détectèrent une rare statue de Bouddha datant de la dynastie Ming. Dès cette découverte, la controverse éclata. Beaucoup pensaient qu'il s'agissait d'un canular élaboré, tandis que d'autres se demandaient comment une statue Ming avait pu arriver en Australie. Ce n'était pas une simple statue de Bouddha, mais une petite représentation d'un Bouddha enfant. Les experts mirent du temps à déterminer si la statue était authentique ou non, et finirent par confirmer l'honnêteté des découvreurs. Mais cette vérification ne fit qu'engendrer une nouvelle question. Comment la statue est-elle arrivée là? D'après les spécialistes, ce Bouddha en bronze de 15 cm de haut et pesant 1 kg a été fabriqué en Chine il y a plusieurs siècles. Certains pensent même qu'il pourrait réécrire l'histoire. Selon eux, il aurait été laissé par des explorateurs de la dynastie Ming, ayant visité l'Australie il y a plusieurs siècles. Il daterait de la période Ming, entre 1368 et 1644 après Jésus-Christ, et aurait été enterré environ 150 ans avant sa découverte par les cinéastes. Cependant, malgré ces éléments, des sceptiques persistent. Une chose est certaine, des centaines de navires ont navigué en mer de Chine et en Asie du Sud-Est lors d'au moins 7 expéditions à la recherche des côtes africaines. Mais à ce jour, aucune preuve n'a jamais suggéré qu'ils aient atteint les côtes australiennes bien avant l'arrivée des premiers explorateurs européens au XVIIe siècle. Certains experts estiment que le fait que le Bouddha ait 500 ans ne signifie pas qu'il est arrivé en Australie il y a 500 ans. De plus, ils jugent peu probable que la flotte chinoise ait un jour visité la région de Gascoyne, en Australie occidentale. Un autre sceptique avance que la statue aurait plutôt été laissée par des pêcheurs ou des plongeurs chinois dans les années 1870 en guise de canular. Il semble que seule une fouille approfondie du site pourrait révéler l'origine véritable de cette statue. Numéro 14. Le médaillon du pharaon. Cette découverte concerne le pharaon Akhenaton. Parmi tous les pharaons ayant régné sur l'Égypte, Akhenaton est sans doute l'un des plus célèbres et des plus controversés. Pour ceux qui ne le connaissent pas, il était le père de Toutankhamon et l'époux de la célèbre reine Néfertiti. Avant d'évoquer son médaillon, voyons pourquoi Akhenaton lui-même est un personnage si controversé. Tout tient à son apparence. Akhenaton possédait une silhouette étrange, presque féminine, avec des hanches larges, alors qu'il occupait une position de pouvoir traditionnellement masculine. Ce n'était pas la norme pour un pharaon. De plus, il avait un crâne allongé ainsi qu'un menton et un nez proéminents. En regardant ces représentations, on pourrait presque croire qu'il vient d'une autre planète, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas son physique qui nous intéresse ici. L'un des objets les plus controversés qu'il possédait était son médaillon. Celui-ci représente un engin en forme de disque volant, ressemblant étrangement à une soucoupe volante. Au sommet du médaillon, on distingue une tête qui rappelle celle d'un extraterrestre gris. Vous comprenez pourquoi cet artefact est sujet à controverse. Certains y voient sur la preuve que des extraterrestres auraient gouverné l'Égypte antique. Mais les Égyptiens étaient-ils conscients de l'existence de ces êtres venus d'ailleurs? Nous ne le saurons peut-être jamais, car ce médaillon n'existe que sur des photographies. Numéro 13. L'évolution des animaux. Au-delà de la question des origines humaines, vous êtes-vous déjà demandé comment les animaux ont évolué? La vie existe depuis une grande partie des 4,5 milliards d'années d'histoire de la Terre, mais pendant la majeure partie de ce temps, elle était composée uniquement de bactéries. Les informations sur les événements évolutifs remontant à plusieurs centaines de millions d'années proviennent essentiellement des fossiles. Les fossiles familiers comprennent les coquilles, les exosquelettes et les os formés par les organismes vivants.
Ces structures dures apparaissent il y a environ 500 millions d'années. Cependant, leur apparition soudaine suggère qu'avant eux existaient déjà des formes de vie plus simples, mais sans partie dure. Malheureusement, comprendre le calendrier et la nature exacte des évolutions reste difficile en raison du manque de fossiles. Il est toutefois largement admis que les éponges sont les animaux les plus primitifs de l'arbre évolutif et qu'elles furent probablement les premières à apparaître. Oh, vous pensiez que les éponges ne sont pas des animaux? Pourtant, elles le sont bel et bien. Elles respirent de l'oxygène et se nourrissent en filtrant l'eau contenant de la matière organique. Sur cette base, on estime que les éponges pourraient avoir existé il y a environ 1 milliard d'années. Cependant, nous n'avons pas trouvé de fossiles prouvant leur présence à cette époque. Et voici pourquoi. Les éponges n'ont pas de partie dure comme des coquilles ou des os. Ainsi, lorsqu'un scientifique a trouvé des indices suggérant la présence d'éponges dans d'anciennes roches, il était incertain de sa découverte. Mais si nous pouvons prouver que ces éponges existaient à cette époque, alors nous pourrons affirmer que les animaux ont existé bien avant que nous n'en trouvions des preuves fossiles. Numéro 12. La Porte des Dieux, en 1996, un guide touristique local, José Luis Delgado Mamani, est tombé sur une étrange structure près du lac Titicaca, le plus grand lac d'eau douce d'Amérique du Sud. Il s'agit d'un type inhabituel de porte nommée Aramumuru, ou la Porte des Dieux. Depuis sa découverte, elle est entourée de controverses quant à sa construction et son utilisation. Pendant plus de 4000 ans, les montagnes et la région du lac Titicaca ont été habitées par plusieurs communautés autochtones anciennes, y compris la civilisation Inca, dirigée par Pachacuti Inca Yupanqui. Les Incas croyaient que le lac Titicaca était l'endroit où le monde avait commencé et où l'esprit se rendait après la mort. Il est aussi supposé que le site d'Aramumuru servait de lieu de pèlerinage et de culte pour les Incas, certaines légendes affirmant que cette porte possède des pouvoirs surnaturels. La structure mesure 7 mètres de haut et 7 mètres de large, avec une petite indentation en forme de porte en son centre. On sait peu de choses sur son origine, mais elle serait antérieure aux Incas, avec des récits culturels provenant de plusieurs communautés autochtones d'Amérique. Une mythologie courante associe cette porte à un portail permettant de voyager vers d'autres mondes. Certains pensent également qu'elle servait aux dieux pour visiter et inspecter leur royaume. Ceux qui l'ont visitée affirment avoir ressenti une paix intérieure en posant leur front contre la porte. Bien qu'elle soit généralement considérée comme antérieure aux Incas, Aramumuru tire son nom d'une légende inca. On raconte que, fuyant les Espagnols, un prêtre inca nommé Aramumuru transportait un disque solaire en or, connu sous le nom de clé des dieux aux 7 rayons, conservé dans le temple du Coricancha à Cusco. Il aurait parcouru plus de 450 kilomètres jusqu'à la porte de pierre et placé le disque sur la porte. Celle-ci se serait alors ouverte comme un portail permettant aux prêtres de traverser et de disparaître. Finalement, l'Empire Inca fut envahi par les Espagnols, perdant toutes ses ressources naturelles et succombant à la variole, ce qui contribua à son effondrement en 1592. Numéro 11. Le tombeau de Jésus, même si vous n'êtes pas chrétien, vous avez probablement entendu parler de la mort et de la résurrection de Jésus. Les premiers récits de son enterrement proviennent des évangiles canoniques, les 4 premiers livres du Nouveau Testament, qui auraient été rédigés des décennies après la crucifixion, vers l'an 30 après Jésus-Christ. Jésus-Christ. Bien que les détails varient, ces évangiles racontent tous que Jésus fut enterré dans un tombeau taillé dans la roche appartenant à Joseph d'Arimathie, un riche disciple juif de Jésus. Les archéologues ont découvert plus de 1000 tombes similaires autour de Jérusalem. Chaque tombe familiale comportait une ou plusieurs chambres funéraires avec de longues niches taillées dans la roche pour accueillir les corps. Parmi toutes ces découvertes, le site de l'église du Saint-Sépulcre est considéré comme le tombeau originel de Jésus. L'église aurait été construite à cet endroit pour protéger le tombeau de toute destruction au fil du temps. Toutefois, la Bible indique que Jésus fut enterré à l'extérieur de Jérusalem, près du Golgotha, le lieu de sa crucifixion, et selon la tradition juive, l'enterrement était interdit à l'intérieur des murs de la ville. Quelques années après son enterrement, les murs de Jérusalem furent étendus, englobant ainsi le Golgotha et le tombeau voisin dans la ville.
Ces divergences compliquent l'identification du lieu exact de la sépulture de Jésus. Cependant, les archéologues de Jérusalem affirment n'avoir aucune raison de remettre en question l'authenticité du site. Numéro 10. Le mécanisme denticitaire. En 1900, un groupe de plongeurs grecs de l'île de Symi, en Méditerranée orientale, cherchait des éponges naturelles lorsqu'une violente tempête les força à se réfugier près de l'île denticitaire, entre la Crète et la Grèce continentale. Une fois la tempête passée, en reprenant leur plongée, ils tombèrent sur une épave remplie de trésors grecs. Cette découverte fut la plus importante épave du monde antique jamais trouvée jusqu'alors. De nombreux trésors furent récupérés, mais un objet en particulier attira l'attention des experts. Une masse de la taille d'un gros dictionnaire, qui fut plus tard appelé le mécanisme denticitaire. Au début, cette pièce passa inaperçue parmi les autres trouvailles fascinantes. Mais après quelques mois, la masse se brisa, révélant des engrenages de précision en bronze, de la taille de pièces de monnaie. Or, à l'époque du naufrage, une telle technologie d'engrenage ne devait pas exister, ni en Grèce, ni ailleurs dans le monde. Cette découverte souleva donc une immense controverse. Le mécanisme denticitaire a bouleversé notre compréhension de la technologie des anciens Grecs. Bien que ces derniers soient connus pour leurs inventions remarquables, on pensait jusque-là que leurs engrenages étaient limités aux roues rudimentaires des moulins à vent et à eau. Le premier mécanisme à engrenage de précision connu était relativement simple, mais impressionnant. Par ailleurs, un calendrier byzantin datant d'environ l'an 600 après Jésus-Christ. J.C. utilisait des engrenages similaires. Ce n'est qu'au XIVe siècle que les scientifiques conçurent les premières horloges astronomiques sophistiquées. Le mécanisme denticitaire, avec ses engrenages miniatures d'1 mm de long, est totalement unique dans l'Antiquité. Mais si ce mécanisme existait bien à l'époque du naufrage, pourquoi n'en a-t-on trouvé aucun autre pendant des siècles? Selon les experts, le mécanisme denticitaire était fabriqué en bronze, un métal très précieux à l'époque. Si un tel dispositif cessait de fonctionner, il était probablement fondu pour en créer un nouveau. Il est donc fort probable que, sans ce naufrage, nous n'aurions jamais eu connaissance de son existence. Pour en apprendre davantage sur ces technologies antiques perdues, les épaves de navires antiques restent notre meilleure chance de découverte. Numéro 9. Les tablettes de Tartaria. Les tablettes de Tartaria sont 3 tablettes découvertes par l'archéologue Nicolas Vlassa en 1961 sur un site néolithique dans le village de Tartaria, en Roumanie. Chacune de ces tablettes mesure environ 6 cm et présente des symboles gravés sur une face. 2 des tablettes sont rectangulaires, tandis que la troisième est ronde. L'une des tablettes rectangulaires représente une figure floue, une branche d'arbre et un animal à cornes, ce que les archéologues ont interprété comme une scène de chasse. Les 2 autres tablettes portent des symboles abstraits distincts. On y trouve des symboles de la culture néolithique Turdash-Vinca, datant de 2700 avant notre ère. Jusqu'à leur découverte, ces tablettes ont suscité de nombreuses controverses. Certains archéologues affirment que les symboles Vinca représentent la forme d'écriture la plus ancienne, et que ces tablettes dateraient d'aussi loin que 5500 avant notre ère. Jour après jour, à l'époque de la civilisation sumérienne. Depuis leur découverte par Nicolas Vlassa, plusieurs interprétations des symboles ont émergé. Certains chercheurs pensent qu'elles appartiennent à la civilisation danubienne, tandis que d'autres estiment que ces signes sont très standardisés et ont une forme rectiligne comparable au système d'écriture archaïque. Malgré toutes ces théories, nous ne savons toujours pas avec certitude de quel type d'écriture il s'agit, ni quelle est leur signification. Selon Wikipédia, si ces symboles constituent réellement un système d'écriture, cela signifierait que l'écriture de la culture danubienne précéderait de loin les premières écritures cunéiformes sumériennes ou les hiéroglyphes égyptiens. Pour l'instant, le mystère demeure. Numéro 8. Empreinte de pas en Crète. Sur la roche de la plus grande et la plus peuplée des îles grecques, la Crète, 50 empreintes de pas ont été découvertes en 2002 par le professeur Gérard D. Gerlinski. Les experts ont utilisé des techniques de datation avancées pour déterminer l'époque où elles ont été imprimées sur la roche. Cependant, leurs recherches ont suscité de vives controverses, car leurs résultats ont remis en question la compréhension actuelle de l'évolution humaine. Certains chercheurs à l'origine de cette étude
affirment que ces empreintes remontent à 5,7 millions d'années, soit à la période du Miocène. Toutefois, des études plus récentes me soutiennent que d'autres preuves attestent d'une migration humaine en Afrique et en Eurasie. Ce nouvel examen a rejeté les conclusions initiales, certains scientifiques affirmant que ces empreintes ne seraient même pas humaines. En réalité, elles ne ressemblent pas totalement à des empreintes humaines, mais cela pourrait être dû à leur ancienneté. Cependant, de nouvelles preuves issues d'une deuxième étude, publiée dans la revue Nature, repoussent l'âge des empreintes de 300 000 ans supplémentaires et renforcent l'hypothèse d'une ressemblance morphologique avec des traces humaines. Dans son ouvrage La filiation de l'homme, publié en 1871, Charles Darwin avançait l'idée que l'origine de la dispersion des premiers humains modernes se situait en Afrique. À l'époque, cette hypothèse était encore spéculative, jusqu'à ce que des études récentes la confirment. Mais avec ces empreintes retrouvées en Europe, l'origine de l'homme semble plus incertaine que jamais. Quant à savoir si ces empreintes appartiennent à des animaux ou à des humains primitifs, le débat reste ouvert. Numéro 7. Le buste de Néfertiti. Nous avons déjà parlé du pharaon controversé Akhenaton. Il est temps maintenant d'évoquer son épouse, la reine Néfertiti. Pas la reine elle-même, mais son buste. Et par buste, nous entendons une sculpture représentant sa tête, ses épaules et sa poitrine. Le buste de Néfertiti est souvent décrit comme le visage antique le plus célèbre, rivalisant uniquement avec le masque mortuaire de Toutankhamon. Le 6 décembre 1912, un groupe d'archéologues fouillant le site d'Amarna tomba sur l'atelier du sculpteur antique Thoutmôsis. C'est là qu'ils mirent au jour un buste en calcaire de la reine Néfertiti. Bien qu'aucune inscription n'identifie formellement la sculpture, la couronne qu'elle porte est connue pour être celle de Néfertiti. La reine Néfertiti est célèbre pour sa beauté, mais ce buste a suscité de nombreuses polémiques. Lors de sa découverte, il n'a pas reçu d'identification officielle et n'est apparu publiquement que 12 ans plus tard, en 1924, ce qui a alimenté les soupçons d'une possible contrefaçon moderne. Toutefois, des analyses au scanner CT ont été effectuées sur la sculpture. Les résultats montrent que le buste possède un noyau en calcaire, recouvert d'une fine couche de stuc en gypse. Le scanner a également révélé qu'un visage interne était sculpté sous la couche de peinture, avec des poches sous les yeux, des plis autour de la bouche et des joues, ainsi qu'un léger gonflement du nez. La couche externe peinte atténue ces signes de vieillissement naturel, donnant une apparence plus idéalisée. Qu'il soit authentique ou non, le buste de Néfertiti est actuellement exposé au Neumuseum, sur l'île des musées à Berlin. De nombreuses personnes le placent en haut de leur liste de lieux à visiter. Alors si vous allez un jour à Berlin, passez voir Néfertiti au musée. Peut-être pourrez-vous déterminer vous-même si son buste est véritable ou non. Numéro 6. La chambre cachée dans la pyramide. Depuis la découverte de la Grande Pyramide, personne ne sait exactement comment elle a été construite ni pourquoi elle existe, ce qui alimente de nombreux débats parmi les experts. Comme si cette pyramide n'était pas déjà assez controversée, des égyptologues ont récemment annoncé la découverte d'une chambre secrète située juste au-dessus de l'entrée principale de la Grande Pyramide d'Égypte. Désormais, ceux qui ont connaissance de cette découverte se demandent encore pourquoi cette chambre a été créée. Cette chambre mesure 30 mètres de long, soit environ 98,43 pieds. Même avant cette découverte, les scientifiques s'interrogeaient sur les raisons de la construction de la Grande Pyramide. Environ 150 ans après l'établissement de l'égyptologie en tant que discipline académique, aucun consensus ne semble exister sur la fonction exacte de la Grande Pyramide de Gizeh. Plusieurs théories concurrentes ont vu le jour. Certains pensent qu'elle est le reflet du ciel, d'autres la considèrent comme un entrepôt, une centrale énergétique, une pompe à eau ou encore une représentation de la ceinture d'Orion. Cependant, les archéologues traditionnels s'accordent généralement sur le fait qu'elle en a été construite comme tombeau pour le pharaon Khéops de la 4e dynastie, qui a régné au début du 26e siècle avant. J. Margers. Si tel est le cas, cela signifie que l'espace récemment découvert aurait environ 4500 ans. Mais même si toutes ces théories sont vraies, nous ne savons toujours pas avec certitude pourquoi cette pyramide a été construite. Numéro 5. Crâne. 5. Le crâne. 5 est le 5e des 5 crânes découverts
et appartenant aux premiers humains. Les chercheurs se sont concentrés sur ce crâne car il leur offrait la structure complète nécessaire pour mener leurs recherches. Ils ont d'abord trouvé la mâchoire inférieure complète d'un humain fossile en 2000. 5 ans plus tard, ils ont découvert le crâne sur le site riche en fossiles de Dmanisi, à 154 km au sud-ouest de Tbilissi, en Géorgie. Une fois le crâne mis au jour, les chercheurs ont mis des années à l'analyser. Les paléoanthropologues qualifient le crâne 5 de mosaïque, c'est-à-dire un mélange de caractéristiques propres aux premiers et aux derniers humains. Son visage, ses grandes dents et la petite taille de son cerveau rappellent les premiers humains fossiles. Cependant, l'anatomie détaillée de sa boîte crânienne, qui donne des indices sur l'organisation du cerveau, ressemble à celle d'une espèce plus récente, l'Homo erectus. Cette combinaison de traits a entraîné un débat de longue date pour savoir si les humains de Dmanisi étaient une forme primitive d'Homo erectus, une espèce distincte appelée Homo georgicus, ou autre chose encore. Certains paléontologues acceptent la théorie avancée par les chercheurs, tandis que d'autres refusent d'y adhérer. Peut-être qu'un jour, lorsque les experts parviendront à un consensus, nous reviendrons sur cette découverte. Numéro 4. L'ossuaire de Jacques. Pour ceux qui ne le savent pas, un ossuaire est un récipient ou une pièce où sont entreposés les ossements des défunts. L'Archaeology Review biblique a publié pour la première fois un rapport sur l'ossuaire de Jacques, le frère de Jésus, en 2002. Depuis, des doutes quant à son authenticité n'ont cessé de hanter cette relique mondialement célèbre. L'ossuaire de Jacques est une boîte en calcaire portant une inscription en araméen qui se traduit par Jacques, fils de Joseph, frère de Jésus. L'histoire de cet ossuaire a fait polémique pendant des années et a atteint son apogée en 2012 lorsque l'antiquaire israélien Oded Golan a été accusé de falsification. Le procès a duré 7 ans avant que Golan ne soit finalement acquitté. Cependant, cette affaire ne s'est pas arrêtée là. Une question subsiste. L'inscription mentionnant le frère de Jésus est-elle authentique ou non? L'ossuaire lui-même n'est plus contesté, car il a été confirmé qu'il date d'entre le 1er siècle avant, jour après Jésus-Christ et 70 après. JXC, période où la pratique de l'ossillégie, la collecte des ossements des défunts, était courante parmi les Juifs. Toutefois, l'inscription gravée continue de diviser les chercheurs. Si elle s'avérait authentique, il s'agirait de la plus ancienne mention écrite connue de Jésus. Mais comme il est impossible de retracer la provenance exacte de l'ossuaire, il est tout aussi impossible de vérifier définitivement l'authenticité de cette inscription, ce qui signifie que chacun est libre de croire ce qu'il veut. Et vous, qu'en pensez-vous? Numéro 3. Le calendrier Maya. La culture maya antique proposait différents types de calendriers, mais parmi eux, celui qui a le plus intrigué les chercheurs est le calendrier de 819 jours découvert dans des textes glyphiques. Pendant longtemps, les chercheurs ont pensé que ce calendrier était lié au mouvement des planètes. Cependant, chaque planète se déplace différemment et il semblait difficile d'associer plusieurs mouvements planétaires sur une période de 819 jours. Ce calendrier a suscité des controverses pendant des décennies, mais selon de récentes recherches, il correspondrait au cycle planétaire sur une période de 40 ans. Cette découverte a élargi la compréhension des scientifiques et leur a permis d'expliquer l'existence de ce calendrier. Cela signifie que les Mayas avaient une vision à long terme de l'alignement planétaire et l'avaient codifié dans un calendrier qui continue de laisser les chercheurs modernes perplexes. Numéro 2. Les chevaux et les hommes. Selon un rapport publié en 2009, les premiers chevaux domestiqués étaient à la fois montés et traités pour leur lait, ce qui diffère de ce que l'on croyait auparavant. Les découvertes faites par une équipe internationale d'archéologues pourraient marquer les débuts même de la domestication des chevaux et aider à comprendre son impact initial sur la société. Des archéologues ont fouillé des sites au Kazakhstan entre 1994 et 2002 et ont découvert que la domestication des chevaux aurait commencé dans cette région il y a environ 5500 ans, soit environ 1000 ans plus tôt qu'on ne le pensait auparavant. Leur découverte situe également cette domestication 2000 ans avant son apparition connue en Europe. L'équipe de recherche a utilisé plusieurs techniques pour démontrer que les chevaux fournissaient nourriture et lait, pour prouver que les chevaux domestiques différaient des chevaux sauvages de la même région,
et pour établir que les chevaux étaient harnachés et probablement montés dès le 4e millénaire avant, jour avant Jésus-Christ au Kazakhstan. Grâce à une méthode innovante d'analyse des résidus de lipides solubles dans la graisse retrouvée sur d'anciennes poteries en forme de nœuds papillons, les chercheurs ont découvert que les humains consommaient du lait de jument dès le début de l'âge du cuivre, il y a environ 5500 ans. De plus, l'examen des ossements anciens a révélé que les chevaux domestiques de l'âge du bronze avaient une morphologie similaire à celle des chevaux de cette époque, mais différente de celle des chevaux sauvages plus anciens de la même région. Cela montre que les humains ont sélectionné des chevaux sauvages en fonction de leurs caractéristiques physiques. Qui aurait cru que le lait de cheval était si important à cette époque? Numéro 1. La pierre du décalogue, la Los Lunas. Decalogue Stone a été découverte par l'archéologue Frank Eben dans les années 1880 au sud-ouest d'Albuquerque, au Nouveau-Mexique. En 1985, George Morehouse, minéralogiste et membre de la Epigraphic Society, a examiné la pierre et a estimé qu'elle avait entre 500 et 2000 ans. Il a basé son estimation sur l'érosion provoquée par le sable transporté par le vent. Cette pierre comporte une inscription et tout ce qui l'entoure a provoqué de nombreuses controverses. On dit que la pierre du Décalogue contient les 10 commandements décrits dans la Bible, d'où son nom. Les 10 commandements y sont écrits en écriture paléo-hébraïque, une forme ancienne de l'alphabet hébraïque, similaire à l'alphabet phénicien. Certains affirment que la pierre daterait d'au moins 1500 ans avant le voyage de Christophe Colomb vers Hispaniola. Au fil des années, plusieurs spécialistes des langues et des religions ont examiné l'inscription pour en identifier la langue et en déterminer la signification. Le texte présente des caractéristiques intrigantes. Par exemple, bien qu'il s'agisse d'une forme ancienne d'hébreu, il montre aussi une influence hellénistique. Dans certaines parties du texte, des lettres grecques ont été substituées à des lettres hébraïques. De plus, des symboles y apparaissent, alors qu'ils n'étaient même pas utilisés en hébreu avant le Moyen Âge, ce qui complique la datation de la pierre avant cette période. En raison de ces incohérences, certains spécialistes doutent de son authenticité. Ils soulignent plusieurs erreurs orthographiques, comme l'utilisation de la lettre hébraïque Aleph, qui est l'équivalent du A dans l'alphabet latin. Or, l'auteur du texte a traité Aleph comme une voyelle, alors qu'en hébreu ancien, il s'agissait d'une consonne. D'autres erreurs ont été relevées, notamment la confusion entre deux lettres représentant des sons distincts. À cause de ces anomalies, la pierre n'est généralement pas reconnue comme authentique. Merci d'avoir regardé et à la prochaine.